On est un après-midi de juin 2017, je suis en sueur, en panique devant ma prof de français de terminale parce que je viens de recevoir une liste de 67 livres à lire pour ma rentrée en prépa à Paris dans 3 mois. Le truc, c'est que sa réponse à elle était d'un calme olympien. Elle me dit « T'inquiète pas Thomas, tu vas lire Calvino et tout ira bien ». Aujourd'hui, on est presque 10 ans plus tard, on est en 2026, et ce livre, à lui seul, même s'il n'est pas très connu, il m'a sauvé non seulement mon été, ma prépa, mais aussi toute ma culture générale à vie. Mais avant de vous parler de ce bijou de Calvino, je dois vous parler de cette liste de livres devenue mythique pour moi. Le truc, c'est qu'au moment où je l'ai reçu, quand j'étais dans le Gard, où j'allais passer 2 mois de cet été, j'étais absolument terrifié. Pourquoi ? Parce que quand je l'ai ouverte, la première chose que j'ai réalisée, c'est que non seulement je me languissais finalement de tous ces livres que j'allais pouvoir avaler dans les 2 prochaines années, mais en même temps, et toute personne qui a des retards en culture générale comme moi j'en avais, vraiment des retards colossaux, toutes ces personnes savent aussi que cette envie qu'on va avoir de lire tous ces livres nous fait aussi complètement peur parce que cette liste de livres nous montre aussi tout le retard qu'on a accumulé. Je venais d'un petit lycée de province, j'avais jamais été passionné par les grands classiques et aussi d'une certaine manière, il me faisait mourir d'ennui de la manière dont on me les avait introduits. Et aussi, pour être parfaitement honnête, j'avais jamais fait l'effort, moi personnellement, d'aller me plonger dans un Flaubert, dans un Balzac, dans un Zola à 14 ans. Mais le truc, c'est que au moment où moi j'ouvrais cette liste de livres, je savais que à l'autre bout de la France, à 1000 km de là, à Paris, il y allait y avoir mes futurs camarades qui, eux, sortaient de Louis le Grand, d'Henri IV, de grandes familles, de grands lycées, etc., et qui naviguaient dans cette liste de livres en se disant ah bah tiens, mais ça, Germinal, j'ai déjà lu, ah bah là, j'ai Phèdre, ah bah oui, ok, bon bah là, ça, j'ai déjà lu, etc., etc. Alors que moi, toute cette liste de livres, il n'y avait rien que j'avais déjà lu. Même, je connaissais le nom de Zola, je savais pas qu'il s'appelait Émile, et on s'en arrêtait là. Et le truc, c'est que à ce même moment, ce même jour, le matin, le facteur que je connaissais, puisque c'est le facteur de mon enfance, m'a donné à la fois cette liste de livres, mais m'a aussi donné, via Amazon, évidemment, le bijou de Calvino. Et c'est là que la rencontre et la coïncidence étaient d'une beauté absolument renversante. Pourquoi ? Parce qu'au moment où je découvrais cette liste de livres, j'avais un maître de lecture, un maître de littérature italienne, un des plus grands écrivains italiens du XXe siècle, qui non seulement allait m'accompagner dans la lecture de chacun de ses livres, mais en plus de ça, allait me faire gagner un temps colossal qui allait me permettre non seulement de réussir ma prépa, mais aussi de bâtir une culture générale digne de ce nom. Et tout ça en seulement 400 pages, mesdames et messieurs. En 35 chapitres, Italo Calvino, 35 chapitres pour 400 pages, on est à peu près à 10, voire 12 pages par chapitre. Italo Calvino va vous introduire à chacun des classiques qui vous ont toujours fait peur et va non seulement vous y introduire, va vous donner la manière et la clé pour les lire et en tirer un vrai plaisir, mais en plus de ça, va vous expliquer comment les classiques qui ne sont que des romans de la littérature sont les composantes fondamentales d'une culture générale et d'un esprit bien construit. Si le cœur vous en dit d'ailleurs, j'ai intégré beaucoup de livres de cette liste de livres qu'on m'a donné en prépa et qui font aussi partie des livres de Calvino dans une liste de 100 incontournables que vous pouvez accéder juste ici gratuitement, que je vous ai mis à disposition. Elle va vous permettre de bâtir une culture générale vraiment solide et beaucoup plus rapidement que si vous le faisiez au doigt mouillé. Maintenant, parlons d'un petit peu de Calvino, parce que c'est un personnage bien particulier et le truc c'est que vous allez sentir une proximité avec cet auteur qui est celle qui va être déterminante pour la construction de votre culture générale. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? En fait, Calvino est parti du concept bien simple qu'un classique, c'est compliqué et ça fait peur. Et ça, c'est particulièrement étonnant parce que, soyons clairs, soyons honnêtes, la plupart des gens qu'on a écoutés et qui parlent des classiques étaient des gens qui déjà avaient une certaine avance par rapport à nous. Pourquoi ? Parce que ils ont grandi dans des milieux qui étaient adéquats pour ces classiques-là. Ils avaient eu cette culture et cette éducation qui leur permettait de se connecter à eux d'une facilité assez déconcertante. Mais Calvino, lui, avait cette facilité, mais a dit non, moi je connais les lecteurs et je sais que les classiques font peur. Maintenant, comment moi
grâce à mon éducation, je peux transmettre cette simplicité, cette facilité d'accès à tous les lecteurs du monde entier en seulement quelques pages. Parce que oui, je dirais qu'une des plus belles parties du bijou de Calvino, ce n'est même pas les chapitres où il vous introduit au classique, mais bien plutôt l'introduction. Pourquoi ? Parce que l'introduction, c'est le moment où Calvino vous dit « Attendez, je vais vous expliquer déjà ce qu'est un classique, et ensuite toutes les idées reçues que vous devez abattre en vous pour que vous simplement que vous compreniez de commencer à être décomplexé et de commencer à les lire de la bonne manière. Imaginez-vous, il fait 38 degrés dehors, je suis dans ma petite chambre, on entend les cigales, et j'ai un professeur de littérature, un des plus géniaux du XXe siècle, qui, comme un grand-père d'une culture astronomique style Robert Badinter, vient me voir et me dit tout simplement « Écoute-moi petit, quand tu vois tous les classiques là qu'on est en train de te donner à lire pour cet été, déjà il faut que tu saches que toi on t'y a mal introduit. On t'a forcé à lire Germinal à 12 ans et donc on t'a dégoûté de tous les classiques par la suite. Et ça c'est parfaitement normal. De deux, soit assez simple, les classiques, il ne faut jamais tous les lire. Déjà, moi, à l'époque, je me disais « Ah, donc j'ai pas besoin de tout lire ». Et mes profs qui avaient écrit cette bibliographie, à aucun moment n'avaient stipulé « Ne lisez pas tout ». C'est indicatif, comme ils aiment bien dire. Mais là, j'avais l'assurance d'un Calvino qui me disait « Mais attends, non, un classique, la meilleure des choses, c'est pas d'en connaître un petit peu de tous, c'est d'en choisir quelques-uns, de savoir que eux, avant même que tu les lises, c'est vraiment ceux que tu vas aimer. Et puisque tu vas les aimer, tu vas les dévorer. Et eux vont te servir fois 1000 par la suite. » Et là, déjà, à la simplicité de ces mots, de cette introduction qui est d'une beauté renversante, qui est peut-être, à mon sens, une des introductions de livres, à savoir 10 ou 15 pages qu'on devrait faire lire aux lecteurs du monde entier, Calvino vous fait gagner des années, non seulement de maturité, mais aussi de temps de lecture perdu, de bouquins dont vous n'êtes pas encore assez mature ou assez prêt pour les lire et les apprécier. Calvino parle même de Michel Butor, une anecdote assez folle où Michel Butor, un des grands écrivains quand même du XXe siècle, qui était en train d'enseigner, je crois, dans une des grandes universités américaines à l'époque. En fait, comme il était un romancier français, eh ben, la plupart des étudiants américains venaient le voir et lui disaient « Monsieur, bon, je ne vais pas vous le faire avec l'accent anglais, mais monsieur, qu'est-ce que vous pensez de Zola, etc. » Sauf qu'il faut se mettre en tête que Michel Butor, c'est un monstre de culture générale. Mais Calvino nous dit « Michel Butor, il n'a jamais lu Émile Zola. » Et donc là, on regarde et on se dit « Mais qu'est-ce que c'est pas possible ?» Parce que nous, quand on a peu de culture, qu'on a des retards ou qu'on vient peut-être d'un endroit où on ne nous a pas trop poussé vers les classiques, on se dit que dès qu'une personne parle d'un classique, elle l'a forcément lu. Et puis si on est un génie de la littérature française, on a forcément tout lu. Comment ? Enfin, c'est pas possible que ce soit autrement. Et Calvino nous dit « Mais en fait, Butor, à ce moment-là, s'est retrouvé un peu bête. » Et il s'est dit, bon, bah, s'ils me parlent tous de Zola, c'est que ça doit pas être mal. Et il a commencé à lire les Rougon-Macquart, et il s'est dit, je crois genre un mois plus tard, parce qu'il a tout dévoré, il allait voir ses étudiants, il les a remerciés de l'avoir poussé à avoir lu Zola. Et je crois que les étudiants le regardaient en mode, qu'est-ce que tu me racontes ? Comment toi, qui es un professeur génial de littérature française, t'as jamais lu Zola ? Et Calvino nous dit, mais en fait, c'est juste qu'eux n'avaient pas compris, ces étudiants, que les classiques, on ne doit pas tous les lire. Et précisément, si vous voulez les apprécier et être quelqu'un qui a une culture vraiment profonde, il suffit d'en avoir quelques-uns que vous aimez, et à eux seuls, ils vous permettent de construire tout ce que vous voulez après. Rien ne sert d'avoir un savoir encyclopédique. Et de cette lecture-là, m'est venu un concept qui, moi, me plaît, c'est ce que j'appelle la bibliothèque buffet, et que Italo Calvino défend aussi. La bibliothèque buffet, c'est une bibliothèque assez simple. C'est une bibliothèque qui consiste à dire « Ayez toujours des classiques que vous n'avez pas lus dans votre bibliothèque. Mais ne vous forcez jamais à aller les lire. Vous devez les piocher par envie. Comme si vous étiez face à un grand buffet, il y a plein de bouffes différentes, il y a des trucs qui vous plaisent et vers lesquels vous avez envie de vous plonger. Si vous n'avez pas cette envie, mais que vous allez vous plonger dessus parce que c'est un mets délicieux, ou alors, oh là là, c'est,
je sais pas moi, un très bon foie gras, donc par définition, vous devriez l'aimer, alors vous allez le découvrir, vous allez essayer de vous forcer, vous n'allez pas l'aimer et jamais vous n'allez en faire un pilier de votre culture générale. Parce que c'est ça, le deuxième enseignement que Calvino va vous apprendre, c'est que ces romans, et j'insiste sur la notion de roman, ces ouvrages de fiction, vont devenir, grâce à Calvino, des parties fondamentales de tout votre savoir et de toutes vos connaissances, des connaissances brutes du monde. Comment faire des romans, des blocs de savoir et des espèces de clés de voûte de toute votre culture générale, c'est ça la deuxième partie qu'on va voir ensemble, et comment Calvino arrive à le faire d'une manière absolument renversante. Pour que vous sachiez l'amplitude absolument colossale du bouquin de Calvino, on traverse 2455 ans de culture générale. On part de Xénophon et on revient au XXe siècle. 2 millénaires, 4 siècles, 5 décennies, 5 années, en 400 pages. Maintenant que vous savez ça, rappelez-vous le début de la vidéo où je vous ai dit que Calvino, encore aujourd'hui, 10 ans après l'avoir lu, ce livre continue encore de me renverser. Il y a un mois, j'étais chez ma mère et je ne savais plus quoi lire. Je connaissais cette maison, je connaissais les bouquins qui étaient dans cette petite étagère, et il y avait des bouquins de philo, des bouquins de sciences, des trucs qui, moi, d'habitude, vous commencez à me connaître, me plaisent. Mais cette fois-ci, il y avait un gros pavé qui était là et qui me faisait de l'œil. Vous allez comprendre le concept de bibliothèque buffet, là c'est flagrant. Ce bouquin-là, c'est le genre de bouquin assez vieux que vous voyez chez vos parents, chez vos grands-parents, dont vous connaissez la pochette, vous connaissez même les plissures, vous connaissez même l'odeur, vous voyez le titre, le nom, vous connaissez la première de couve, et à chaque fois vous dites, j'ai une connexion bizarre avec ce livre, il a tout le temps été là, j'ai l'impression qu'il est plus vieux que moi, et factuellement il l'était. Et ce livre-là, c'était Belle du Seigneur, d'Albert Cohen. Comment vous dire que c'est un grand roman de littérature romantique de plus de 1000 pages, c'est pas le genre de truc qui, moi, de base, me plaise. Clairement pas. Mais cette fois-ci, ce jour-là, il y a eu quelque chose. J'avais tous ces autres bouquins, philo, ok, bon, toujours le même Thomas, quoi, je me connais, quoi. Mais cette fois-ci, c'était ça. Et Calvino me parlait intérieurement, m'avait rappelé tous ces bouquins que j'avais lus en prépa, quand j'étais allé à HEC, où à chaque fois je retombais vers lui, je l'écoutais, et il me disait « Ouais, mais ok, si tu veux lire ça, et déjà essaye de comprendre que l'auteur en fait parle de ça. » Donc je me suis dit Et cette fois-ci, j'ai pris le bouquin Belle du Seigneur, il était 21h, j'ai commencé à lire à 21h15 dans mon lit, et j'ai terminé, je crois, à minuit 45 quand j'ai éteint les lumières. J'avais lu 250 pages, et je me disais « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Je me reconnaissais plus. Pour vous dire, le lendemain, j'ai refait une session de 3h30 de lecture, et je crois qu'en 4 jours, le livre était terminé. Je l'avais dévoré, mais comme si on redonnait la vue à un aveugle. Comme si on faisait goûter le premier bonbon à un enfant. Je venais, par cette espèce de courage de « Allez, j'ai une revanche à prendre et vas-y, je vais essayer de me lancer dans ce bouquin », je l'avais dévoré, et le plaisir que vous avez à avoir une telle connivence avec l'auteur, parce que je me souvenais que Calvino m'avait parlé de ce bouquin-là, qui est un classique. Il m'en parlait d'une certaine manière, il me disait « Oui, mais en fait là, il faut que tu comprennes que la romance, elle parle de ça, etc. etc. » Vous sentez quand vous lisez et que vous êtes tellement en phase avec l'auteur que vous pourriez dire la prochaine phrase, vous pourriez l'anticiper et l'écrire à la place de l'auteur, tellement le livre est d'une connexion avec vous à cet instant T. Ça, c'est une des 14 définitions qu'Italo Calvino donne d'un classique. Encore une fois, Calvino avait raison. Et il m'avait donné le courage de rouvrir ça. Et quand je vous disais que ce livre, ce genre de classiques peuvent devenir des piliers pour vous, en fait, une fois que j'ai terminé Belle du Seigneur, mais j'ai dévoré, je crois, 4 romans, 2 d'Emmanuel Carrère, un de Paulo Coelho et le 4e d'un auteur iranien, parce qu'il m'avait redonné une impulsion de lecture, une envie de comprendre cette époque, une envie de dévorer des nouveaux personnages, de découvrir l'amour autrement, etc. Une soif de lire qu'aucun autre livre de cette année ne m'avait, pour le coup, jamais donné. Et ça, c'est un roman qui l'a fait.
et c'est un roman dont Italo Calvino parlait. Mais évidemment, la partie la plus importante et la plus décisive en termes d'impact que Italo Calvino a eu dans ma vie, c'est la manière qu'il a eue de me faire comprendre que les romans sont aussi, voire même plus importants que les livres de connaissances pour bâtir une pensée, un esprit et une culture générale réellement éclairée. Ça a toujours été la question que je me posais. Quand j'avais reçu cette liste de livres, de recommandations de bouquins, je me disais, mais je vais passer un concours technique sur des équations, sur des auteurs, sur des connaissances, sur des schémas, sur des choses qui sont de l'ordre de la non-fiction, c'est des connaissances. Et je ne comprenais pas pourquoi on voulait me faire perdre du temps à l'époque. Voilà la mentalité de quelqu'un qui a des retards en culture générale et qui voit les romans comme une perte de temps par rapport à des connaissances. Et je me disais, mais on me fait perdre du temps là. Enfin, je veux dire, si je dois passer un concours technique, il faut que je bosse du technique. Et je pense que la meilleure chose qui s'est produite, qui m'a permis de réaliser ça, elle s'est produite malheureusement 2 ans plus tard, après que j'ai passé des concours. Elle s'est passée encore en lien avec Italo Calvino, évidemment, et elle s'est passée une fois que j'ai fini mes concours et que j'ai intégré HEC. J'avais du temps libre, et en 2020, la chose qui m'intéressait et qui me passionnait, enfin une des choses qui me passionnait, c'était la Révolution française. Je me disais, j'ai une vraie appétence pour l'histoire, il faut que j'ai une connaissance de l'histoire de mon pays. Et à l'époque, j'étais sur la Révolution française. Et ce que je m'étais dit, en plus de bouquins, de conférences, etc., c'est que je m'étais dit, va participer à un colloque. T'es à Paris, profites-en, va participer à un colloque d'historiens. Et j'y vais. On est dans ce genre de grand bâtiment, de grand hangar, enfin pas des grands hangars, mais un grand bâtiment avec plusieurs salles. Et je rentre et je m'installe, je me pose, dernier rang. J'avais ma sacoche avec des bouquins d'historiens à l'intérieur. J'avais du François Furet, du Georges Duby, etc. Et un mec arrive, il lance ses slides, l'historien, le présentateur de la conférence. Et la première slide, c'est le titre de la conférence, c'était « La Révolution française par Victor Hugo ». Et là, fallait voir ma tête. À ce moment-là, j'ai pris le zip de mon sac, je l'ai refermé, et je me suis dit, mais en fait, je suis pas au bon endroit, parce que la Révolution française, pour moi, c'est quelque chose d'un historien. Je viens pas écouter du Victor Hugo, quoi. Je commence à me lever, à mettre mon écharpe sur moi, je suis debout devant ma chaise, et l'historien en question dit, il n'y a pas de meilleur ouvrage pour comprendre et mémoriser la Révolution française que Les Misérables. Je m'arrête, je me retourne, et cette phrase, elle est restée là, je l'ai encore en tête. Et je me dis, mais il y a une incohérence dans les termes. Enfin, je veux dire, c'est un historien, c'est un mec qui a quand même lu des dizaines de pavés de 1200 pages sur la Révolution française. Il vient me dire que c'est un romancier qui a mieux fait le travail que tous ces bouquins-là. Dieu merci, j'ai eu un éclair de génie ce jour-là, c'est d'aller me rasseoir, de ravaler ma fierté et d'écouter quelqu'un qui sait. Je vous passe la conférence qui était absolument renversante. Le mec avait une capacité de prendre la narration d'Hugo que lui avait lu. Oui, par aparté, je n'avais jamais lu Les Misérables à cette époque-là. Comme quoi, il n'y a pas de quoi en être humilié. Mais croyez-moi qu'à la fin du 1h30 de conférence, je me suis dit, ok, ce mec-là est sur un filon, il est sur une mine d'or, je rentre chez moi, j'attrape ce bouquin qu'on m'avait laissé sous les yeux, qui avait pris la poussière depuis des années, que j'avais dû acheter pour le bac de français, mais que j'avais ouvert sur 20 pages et que j'avais reposé, et je l'ai commencé. Eh bien, c'était vrai. Il n'y avait pas mieux que ce bouquin pour comprendre et mémoriser la Révolution française. À tel point que j'étais allé voir un pote qui lui était ce genre de mec fan d'histoire, fan notamment des conférences sur YouTube d'Henri Guillemin. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut aller voir les conférences d'Henri Guillemin, et pour ceux qui savent, je vous fais un clin d'œil. Et ce pote-là m'avait dit, mais arrête de te moquer de moi, enfin regarde, t'es ridicule avec ton Les Misérables. Il me dit, mais l'histoire, c'est des dates, c'est des événements, c'est des personnages. Si tu les lis dans un roman, c'est pas de l'histoire, tu lis de la romance, tu lis de la fiction. Mais le truc, c'est qu'il ne savait pas que moi, j'avais écouté
1 heure et demie d'historiens dans une salle remplie d'historiens qui écoutaient un mec qui disait que l'histoire, ce n'est pas que les bouquins d'histoire. Parce qu'en fait, l'histoire, ce n'est pas quelque chose à connaître, c'est quelque chose que l'on vit. Calvino, c'est aussi cette définition qu'il associe à Victor Hugo et aux Misérables dans ce bijou. Comprendre l'histoire, ce n'est pas juste comprendre des dates, c'est vivre, voir, sentir presque ce que les personnages de l'histoire, ce que le monde vivait à cette époque-là. Dans Les Misérables, on voit et on ressent ce que des familles ressentent lorsque les prix du blé augmentent d'un mois sur l'autre. On voit, on ressent, on vit intérieurement les émotions, les douleurs que eux vivent. On peut croiser un Napoléon et par le détour d'une phrase, par la description de son regard, par la description du regard des hommes qui regardaient Napoléon, on peut voir et ressentir beaucoup plus que si on nous disait Napoléon est passé par tel village. Et l'historien avait cette phrase qui était absolument géniale et qu'aujourd'hui je garde comme étant un leitmotiv constant qui me pousse à aller voir et à aller lire des romans pour bâtir ma culture générale. Selon lui, les personnes qui n'aiment ou ne retiennent pas l'histoire, c'est parce qu'ils ne la vivent pas. C'est parce qu'ils essayent de la connaître. Sauf que la connaissance, elle est froide. Vivre quelque chose, c'est chaud. Vivre quelque chose, ça nous marque. Ça imprime sur notre mémoire des sensations, des impressions, des émotions. Et ça, c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui a une connaissance très froide, qui, elle, va s'effacer à travers le temps parce que ses connaissances ne l'auront jamais marqué, à l'inverse d'un lecteur de romans qui, bien intelligemment, va choisir des classiques qui sont adaptés à ce que lui, il cherche et qui, lui, va retenir ces informations à vie. Ça, c'est ce que Calvino vous apprend à faire ligne après ligne, page après page, dans ce bijou de 400 pages. Je vous en conjure, foncez lire ce classique. Il va vous changer votre vie et va changer votre perception des ouvrages et de la littérature en général. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite. Ça fait plaisir de vous retrouver.